Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, je dis bonsoir à une dame. Nous disons bonsoir à madame. Madame Rosemarie Taupin-Pélican. Madame Taupin-Pélican, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Eh bien, comme d'habitude, nous allons parler, bien sûr, lecture, littérature, écriture, mais pas que. Nous allons aussi explorer des mondes, monde passé, monde présent, et pourquoi pas monde futur. Donc, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais parler de mon tout dernier ouvrage qui vient tout juste de sortir du moule. Il s'appelle Alkebulan, grandeur et déchirure. Alkebulan, grandeur et déchirure. Ah, tiens, c'est un titre qui suscite la curiosité. Tout à fait. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ce nom Alkebulan. Pourtant, Alkebulan, c'est l'ancien nom de l'Afrique, le nom que portait l'Afrique avant que les Européens ne viennent pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire subvertir l'histoire de ce continent-là. Voilà, donc je parle de la grandeur passée, des déchirures, et aussi, comme vous disiez tout à l'heure, on parle du présent et sans doute aussi de l'avenir. D'accord. Est-ce que vous savez, c'est dans quelle langue, Alkebulan? C'est une langue particulière ou bien c'est un nom donné par Oui, tous? c'était les Arabes. Enfin, il y a tout un tas de versions. Certains disent que ça a été donné par les musulmans, par les Arabes, par d'autres voient une origine plus latine avec la notion de vent, grand vent. Mais Alkebulan, d'ailleurs, personnellement, je n'avais jamais entendu parler d'Alkebulan, enfin de ce mot-là, avant, il y a à peu près 5 ans, quand j'ai rencontré un Panaméen, descendant de Guadeloupéens partis creuser le canal. Et cet homme-là, qui c'est un panafricaniste dur, et il m'a parlé d'Alkebulan. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Comme beaucoup de gens aujourd'hui vont découvrir ce qu'est Alkebulan. Et ça signifiait justement Jardin d'Éden. L'ancien nom de l'Afrique, c'était Jardin d'Éden. D'accord. Voilà. Ah, ben, c'est très intéressant et on en apprend tous les jours. Jardin d'Éden, Alkebulan, l'Afrique. Oui. D'accord. Et donc, le titre Alkebulan, et tu as dit grandeur et déchirure. déchirure. Oui. Donc il y a des bons moments et des moments moins glorieux. En fait, ça se situe dans le temps. C'était d'abord la grandeur de l'Afrique, hein, avant qu'il n'y ait justement ces invasions-là. L'Afrique rayonnait. Il y avait des royaumes, le royaume du Mali, il y avait une certaine, il y avait une certaine façon de vivre, il y avait des cultures, il y avait des cultures tant sur le plan intellectuel que culture, voilà, parce que c'est un continent extrêmement riche. Et les déchirures sont intervenues à partir du moment, surtout, où la traite a commencé, et puis l'esclavage aussi. Bon. Figurez-vous que quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'ai pas parlé de la traite arabo-musulmane. Celle qui est racontée par Tidiane Ndiaye et dans son ouvrage qui s'appelle le génocide masqué, voilé plutôt, le génocide voilé. Mais donc cette traite-là, celle dont je parle dans mon ouvrage, c'est celle qui me concerne, celle qui a laissé des traces dans mon ADN. Alors je laisse aux autres le soin de parler de ce qui les concerne, mais moi c'est celle-là qui me préoccupe. Et c'est celle-là que j'ai mis en avant parce que j'ai voulu effectivement, par cet ouvrage, rendre hommage à l'Afrique et à tous les Africains, à tous nos ancêtres, ceux qui sont morts et dans les conditions que nous savons, et nos ancêtres qui n'ont jamais pu
repartir. D'ailleurs, j'ai toute une série de poèmes, enfin de textes épiques, à mon sens, parce que bon, quand on parle d'épopées, de textes épiques, on a tendance à voir le Moyen-Âge. Mais moi, je ne parle pas du tout du Moyen-Âge, je parle de cette période-là, jusqu'à l'abolition, et même après d'ailleurs, puisque je fais un rapprochement avec les demandes de réparation. Je parle des demandes de réparation. Je parle aussi de ces personnes qui ne connaissent rien de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage et qui veulent faire croire que cela avait du positif. Je leur réponds. Comme je réponds aussi, enfin je vous dis déjà trop de choses en même temps là, comme je réponds aussi à M. Trump qui avait qualifié la Haïti et d'autres pays de trous de merde. Et j'ai écrit cela avant qu'il ne dise que ses compatriotes mangeaient du chien et du chat. Et donc, c'est un ouvrage que j'ai voulu complet parce que justement, on part de cette période de grandeur et se met en place tout doucement la traite, les personnes qu'on va mettre en esclavage, puisqu'on ne naît pas esclave, hein. Il n'y a pas des esclaves en Afrique, il y a des gens qu'on va pourchasser, qu'on va attraper et qu'on va faire partir dans les cales des bateaux après qu'ils aient fait le tour de l'arbre de l'oubli et donc de l'arbre de l'amnésie. Donc, et puis il y a tout le voyage. Alors j'ai des témoignages, enfin des textes qui vont parler de l'ambiance qu'il y avait dans les cales, la souffrance, etc. Et comment ces personnes-là, nos ancêtres, arrivent dans les îles, comment après ils sont mis ils sont vendus et mis sur les habitations, et quel sera leur mode de vie. Et puis, après, je vais encore extrapoler pour m'interroger sur, aujourd'hui, les demandes de réparation. Est-ce que c'est réparable? Donc, peut-être faudra-t-il que je vous lise des extraits pour qu'on puisse vraiment comprendre là où je veux amener le lecteur. Une petite question au niveau de la forme. Quand j'ai vu la première de couverture, j'ai vu que c'est un ouvrage qui est rédigé en plusieurs langues. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce lien-là avec la particularité du lieu, ou bien en tout cas l'héritage, puisque vous avez parlé d'un ensemble de questionnements liés à votre personne, mais peut-être à l'antillais de façon générale, par ses ancêtres. Est-ce que tout ça, c'est le fruit d'un processus d'avoir voulu rédiger en français, en anglais et en créole? Oui. Il manque juste l'espagnol pour que ça soit complet. Mais c'est vrai que les Africains qu'on a exportés, ils sont allés tant sur les terres françaises que parlant la langue anglaise, enfin en Amérique, tant que dans les pays, enfin les langues espagnoles, où on parlait la langue espagnole. Mais en tout cas, la langue centrale, pour moi qui suis martiniquaise, c'est la langue créole, entre guillemets, parce que créole, c'est un mot qui est un petit peu délicat. J'aime bien dire en langue martiniquaise. Mais là, franchement, j'ai fait le choix pour l'ouvrage de mettre français, anglais et créole. Voilà. Donc, ce sont des traits d'union, en fait. Et j'ai voulu que cet ouvrage, qui peut être lu tant par les aînés que par les jeunes, hein, que cet ouvrage-là puisse voyager. Bon, il vient d'arriver, donc je n'en ai pas fait grand-chose pour l'instant, mais j'aurais bien aimé qu'il voyage. J'aurais bien aimé avoir lu cet ouvrage-là quand j'étais pendant ma scolarité. Parce que, je le dis d'ailleurs dans l'ouvrage, on m'a dit que
que mes ancêtres étaient des Gaulois, j'ai cru que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et dans mes livres, c'était écrit que mes ancêtres étaient des Gaulois. Donc je n'avais aucune raison de douter. Sauf que j'ai une amie qui me racontait que sa mère, en plus là c'est encore plus grave parce qu'elle est indienne, et sa grand-mère rigolait quand elle disait cela, mais elle ne lui disait pas pourquoi elle rigolait. Surtout les Indiens qui sont arrivés après la période de l'esclavage, comment seraient-ils descendants de Gaulois? Enfin bref. Donc justement, dans cet ouvrage, je veux remettre les choses à leur place, remettre l'histoire dans le bon sens, parce que toute cette histoire que nous avons apprise, en tout cas que j'ai apprise, c'est une histoire qui a été rapportée, racontée par le colon, à sa manière. Et donc, il y a des choses qui sont soit dissimulées, soit carrément erronées, comme l'exemple que je viens de donner, les ancêtres les Gaulois. Il y a des choses qui ne sont pas vraies, et heureusement, aujourd'hui, par exemple, des chercheurs découvrent des choses. Découvrent, par exemple, que la mère de l'humanité, c'est bien l'Afrique. Des choses qu'on n'aurait pas avouées il y a un siècle, par exemple. Donc, j'ai tenu à ce que ce livre-là soit en plusieurs langues, de manière à ce qu'il puisse voyager, de manière à ce qu'il puisse être lu en dehors de la Martinique, parce que le message qui est porté par l'ouvrage, hein, c'est un message qui intéresse beaucoup de gens, qui d'ailleurs veulent connaître, ont le désir de connaître la vérité sur toute cette histoire-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. On ne se fait pas d'illusions, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et que je remets un peu à la bonne place. Et donc, je pense que ce livre fera son chemin. Combien de temps il t'a fallu pour réaliser cet ouvrage? Ouh là là, c'est un des ouvrages qui m'a pris le plus de temps parce que j'ai mis pratiquement 8 mois à le réaliser, parce que il y a d'abord la partie en langue française, hein, qui c'est celle que j'ai écrite le plus rapidement, bien que en fait, comme ça sert de support à la traduction, donc il fallait aussi que les choses soient correctement dites. Et en même temps, j'ai eu à choisir, enfin j'ai hésité beaucoup pour la forme. Fallait-il faire des vers? Fallait-il faire de la prose? Je me suis interrogée parce que comme je parle d'épopée, par exemple, une épopée, c'est fait en vers régulier, mais moi je n'ai pas envie de faire ça. Sauf pour le point de départ, parce que mon livre, il part du Cap 110, et je reviens au Cap 110. Et donc, mon tout premier poème, au Cap 110, est en vers régulier, avec des rimes. Et ça s'arrête là. Pour le reste, je me suis autorisée à écrire de la prose en vers, sans contrainte aucune. C'est mon choix. J'ai voulu sortir des formats, comme en fait, je m'élève contre tout ce qui m'a été, pas tout ce qui m'a été enseigné, mais je ne veux pas avoir à suivre tout bêtement tout ce vers quoi on m'a orienté depuis toujours. Je me suis dit, moi je suis libre, j'écris comme je veux, j'écris en vers si je veux, j'écris en prose si je veux, je fais comme je veux, sans contrainte. Et voilà, je crois que je suis assez contente du résultat. Et j'espère aussi que les lecteurs vont l'être, parce que c'est un ouvrage avec des illustrations qui en apprend aussi beaucoup. Est-ce que tu pourrais partager quelques extraits avec nous, soit en français, anglais ou créole? Alors oui, un en français, un en créole. Alors, qu'est-ce que je vais lire en français? Alors, en français, page 43...
Je vais lire ce que j'ai écrit sur la réparation. Mais la réparation, comme c'est très complexe, j'ai écrit 2 textes sur la réparation. Je m'incline devant celui qui crie son exigence de réparation, car cela doit être la suite logique de toute injustice. Cependant, les atrocités infligées à mon peuple n'ont pas de nom pour les évaluer à leur juste mesure dans aucun dictionnaire connu. Alors, ces horreurs-là sont-elles seulement réparables? Sont-elles réparables lorsqu'il ne s'agit ni d'un préjudice qu'on dédommage, ni d'une erreur qu'on rectifie, ni d'un outrage qu'on veut venger? Plus j'y pense, et plus la question fait ricochet sur mes neurones. Le mot rebondit contre toutes les cellules de mon corps, cellules emprisonnées, empoisonnées, et la question demeure. Comment réparer la traite qui a vidé l'Afrique, cette intrusion au cœur de la civilisation de ceux de ma race? Comment réparer l'arrachement, la déportation de 25 millions d'hommes? Comment réparer la négation de leur culture, la négation de leur humanité même et le pillage des royaumes d'Afrique, les crachats et les tortures? Comment réparer cette chosification de l'homme noir, donnant à d'autres le droit de disposer de lui, de le vendre telle une quelconque marchandise? Comment réparer tant d'humiliations, tant de vexations, tant d'injures? Quel en serait le prix? Comment oublier le nègre marron hagard, se faisant yeux et oreilles, attentif aux aboiements des chiens, au bruit des forêts et des mornes? Comment réparer les écartèlements aux 4 piquets ou au hamac, l'enfouissement jusqu'au cou, à la merci de guêpes et de fourmis? Comment oublier les nègres précipités dans les chaudières à Vesoul ou dans la chaux-vive, exemple parmi d'autres? Quand j'y pense, en moi, je sens revivre la négresse marronne, défigurée mais debout, le corps lacéré mais libéré de ses chaînes. En moi, je ressens ses souffrances, mais aussi sa fierté. Marronne et marron sont devenus moi. Je porte encore ces tragédies, ces brûlures de l'histoire enfouies au plus profond de ma chair, inséparables de mon moi. Et comme la sève, je sens monter de mes entrailles une sourde colère et du vomi amer que 4 siècles n'ont point effacé. Alors, comment réparer? Quelle réparation pour ces horribles crimes et pour tout ce que l'histoire a préféré gommer? Ça, c'était le texte en français. J'aime beaucoup le questionnement parce que souvent, on parle de réparation, il y a plusieurs groupes, associations qui parlent de réparation, mais dans ton texte, je trouve que tu mets assez en évidence la complexité de la chose. D'accord, réparation, mais comment faire? Après, ça ne veut pas dire parce que c'est complexe qu'il ne faille rien faire, d'oublier, de faire. Mais ce n'est pas un sujet simple. Ce n'est pas un sujet simple. Quand bien même, il y a plusieurs idées, propositions de différents groupes de par le monde qui parlent de réparation. Il y a certains qui mettent en avant l'aspect peut-être financier. Et certaines autres personnes qui rétorquent, est-ce que la vie de nos ancêtres, même si c'est 1 milliard d'euros, est-ce que la vie de nos ancêtres ne valait pas plus qu'1 milliard d'euros? C'est clair. Et est-ce que c'est possible humainement de chiffrer? Est-ce que c'est possible de réparer par les finances ou autres moyens? Ce n'est pas une question simple. Ça n'est pas une question simple, c'est vrai. C'est vrai, parce que, comme je disais, dans nos dictionnaires, dans notre connu, il n'y a rien qui corresponde à ce qui s'est vraiment passé, au vécu de... Et d'ailleurs, j'ai une phrase de M. Lévy qui dit que c'est une abomination et que... Alors, ce qui a eu lieu, c'est une abomination qu'aucune prière, aucun pardon, aucune expiation, rien de ce que l'homme a le pouvoir de faire ne pourra jamais réparer. C'est de Primo Levi dans son livre « Si c'est un homme ». Donc, il y aura des compensations, il y aura des choses qui seront données. C'est comme si sur la balance on mettra. Mais ce qui est fait est fait. Donc, c'est le terme même de réparation, c'est comme la résilience.
C'est un mot que je n'aime pas du tout. Pourtant, il est très utile. Très galvaudé, oui. mais c'est un mot que je n'aime pas du tout parce que, comme je dis souvent, la résilience, ça s'applique au métal. Et les gens, c'est pas du métal. Vous me faites une atrocité, ben, je vais la voir, je vais la porter toujours, même si je vous pardonne. Mais quelque part en moi, ben, c'est comme pour revenir à un sujet que je connais très bien, c'est comme pour le crush. On demande aux gens d'être résilients, mais ils ont été blessés terriblement. Donc cette blessure-là, elle va s'accommoder de la situation, mais elle ne sera jamais effacée. Même quelle que soit la somme d'ailleurs qu'on donne en réparation, ça ne va pas vous apporter le quotidien que vous partagez avec les gens qui ne sont pas là. Donc, la réparation, c'est une vraie question. Et bon, je laisse aux personnes compétentes le soin de décider, mais il n'en demeure pas moins que ça me fait beaucoup réfléchir. Et plus loin, j'ai un autre texte dans lequel je dis « Comment réparer ces territoires démolis à l'exemple d'Haïti, la première république noire qui a voulu se libérer du joug de l'autre, qui est parvenue à embrasser la liberté, mais qui pour cela a été crucifiée. Car la liberté ne serait pas pour les nègres, n'est-ce pas? Comment réparer les meurtres de Steve Biko, Martin Luther King, Wiben Nyobe, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, de Barthélemy Boganda et de bien d'autres qui se sont levés pour la liberté? Comment serrer vos mains de sang, vos mains sales? Comment réparer l'exode de mon peuple vers la France par le Bimidum, dans la finalité de vider mon pays de ses forces vives qui exigeaient un autre modèle de société? N'était-ce pas déjà un génocide qui ne disait pas son nom? Donc, je suis d'accord pour l'exigence de réparation. Effectivement, quand on vous fait du tort, quand on vous fait quelque chose, il faut réparer. Sauf que c'est un terme qui ne va jamais correspondre au mal qui a été réellement fait à l'Afrique. Et d'ailleurs, s'il faut réparer, et j'en parle plus loin dans l'ouvrage, il y a bien d'autres postures, parce que, par exemple, aujourd'hui encore, l'Afrique, qui a autrefois été vidée de ses forces humaines, aujourd'hui, elle est vidée de ses ressources naturelles. Donc, quand on voit toutes les ressources en minerais de fer, minerais d'aluminium, des pierres précieuses, tout ce qu'il y a, du coltan, etc., alors que parallèlement, vous avez une population qui meurt de faim. Globalement, la population africaine est faite de gens qui ont un pouvoir d'achat qui correspond à presque rien, alors que c'est le continent le plus riche de la planète, le plus riche, à tout égard. Donc, il y a encore des paradoxes, il y a encore des choses pour lesquelles il faut se battre. Et d'ailleurs, je parle de ce panafricanisme qui est en route, de ces personnes qui, ici et là, de toute la diaspora noire, parce que il est bon que les Noirs s'approprient leur histoire. Et d'ailleurs, je le dis à la fin, c'est Gabriel Souleka qui dit « Apprendre son histoire est un acte de résistance ». Et quand on connaît son histoire, on ne va pas rester là les bras croisés à continuer à observer. Il y a une posture à avoir, il y a une manière de faire, de dire, d'agir pour que les choses changent. Puisqu'il faut que les choses changent. L'Afrique ne va pas continuer à rester ce pays d'où partent des centaines de milliers de gens, partent des bateaux de jeunes, dans la force de l'âge, qui vont mourir dans la Méditerranée. Et ce qui fait de la Méditerranée un cimetière de migrants. Pour rester toujours sur cette notion compliquée de réparation,
La réparation dont tu parles, le terme que tu reprends, même si tu as proposé peut-être des termes comme compensation ou autre, est-ce qu'il s'agit d'une réparation vis-à-vis de l'Afrique, des Africains, ou des descendants, c'est-à-dire nous, Antillais, ou les deux? Comment, quelle réparation que tu mets en avant? Est-ce que c'est l'Afrique qu'on connaît aujourd'hui qui s'est vidée, qui a été vidée de ses ressources, qui a perdu ses forces vives après de nombreux siècles, depuis de nombreux siècles, ou c'est réparer, nous, puisque tu as dit que c'est aussi tu t'occupes des choses qui te concernent. L'histoire, pas que tu nies d'autres aspects de l'histoire africaine, mais tu parles de ce que tu connais, que tu maîtrises, qui te concerne peut-être directement. Donc, est-ce que c'est la réparation de nos frères éloignés d'Afrique ou nous, Antillais, qui avons subi, ou pour toi, ça forme un ensemble? Oui, alors l'Afrique n'est pas si éloignée que ça. Quand j'ai dit que je ne m'intéressais pas à une autre histoire, c'était une autre traite, la traite arabo-musulmane par exemple. Mais dans tout ce qui concerne cet arrachement des Africains de leurs terres, l'exode, en fait, leur implantation, le transfert, si vous voulez, dans les champs de canne, dans les champs de coton. Pour moi, c'est une histoire, c'est la même histoire. C'est d'ailleurs pour cela que c'est tout l'intérêt du panafricanisme, c'est d'unir tous ces peuples qui ont cette histoire-là en commun. Et donc, s'il y a réparation, la réparation doit être globale. Il ne s'agit pas de venir donner 100 euros ou 1000 euros à chaque Martiniquais ou à chaque Guadeloupéen. Ça relèverait du comique. Mais réparer au sens où déjà, il faudrait que ceux qui se sont enrichis à partir de ce commerce-là reconnaissent. Parce qu'on ne peut pas réparer si on ne reconnaît pas le mal qu'on a fait. Si vous n'êtes pas conscient, vous dites « Ah non, c'est pas moi ». Donc ça veut dire que vous n'allez rien faire, vous n'allez pas lever le petit doigt puisque c'est pas haut. Donc il faudrait déjà que ces personnes-là reconnaissent l'origine de l'héritage qu'ils ont, parce qu'il existe. Toutes ces terres-là dont les gens se sont appropriés. Ce que je dis dans le livre que toutes ces personnes qu'on appelle béquets, ce sont des gens qui sont venus de France, mais dans un reportage qui est passé hier ou avant-hier, j'entends dire que c'était des nobles. Ce pas des pièces nobles, hein. C'était justement souvent la racaille, des manants, enfin des gens dont on ne voulait pas en France, on les envoyait dans les îles, on leur donnait un petit lopin de terre et puis voilà. Donc, s'ils sont riches, ils sont riches du travail des esclaves, des esclavisés, des personnes rendues en esclavage. Donc, ils veulent conserver jalousement leurs biens, entre guillemets, leurs biens, et donc tant qu'ils auront cette posture-là et tant qu'ils seront couverts, parce que il n'y a personne derrière. Vous avez des revendications, c'est comme pour le chlordécone, vous avez des revendications, on sait qu'il y a derrière, mais l'État ne s'attaque pas à ces gens-là, aux responsables. Donc, je pense qu'il faudrait que beaucoup de choses changent pour qu'on arrive à avancer. Mais en l'état actuel, il n'y a pas de reconnaissance de leurs actions, il n'y a pas de reconnaissance en fait de l'intérêt. Si vos parents meurent maintenant, vous avez un héritage. L'héritage, il est, comment dire, il peut être affecté par tout le passif. Il y a l'actif, mais il y a aussi le passif. On peut pallier le passif. D'ailleurs, il y a des gens qui renoncent à l'héritage parce que le passif est trop lourd. Donc ceux-là, ils ne veulent pas reconnaître le passif. C'est pas nous, on n'était pas là, on n'était pas nés. On est d'accord. Nous non plus, on n'était pas nés. D'ailleurs, même en n'étant pas nés, nous portons dans notre ADN toute cette histoire-là. Toute l'histoire de l'arrachement, de la traite négrière, toute cette histoire-là a laissé des séquelles dans notre ADN. Donc, on ne choisit pas d'avoir cet héritage-là, nous autres. Et franchement, s'il n'y a pas de reconnaissance de l'action
mauvaise des anciens, des colons, ben, où on va? Donc, tout passe par la reconnaissance d'un certain nombre de groupes. Tu as mentionné l'État qui aurait un rôle dans le processus. Tu as mentionné des descendants d'esclavagistes. Mais après, peut-être pas au niveau de l'État, mais au niveau des descendants d'esclavagistes. Peut-être certains pourraient dire, effectivement, comme tu as dit, je n'étais pas là, j'étais pas né. Tu as dit, nous aussi, on n'était pas nés. Certains disent, ce qui a été fait, je ne suis pas d'accord non plus, et que si en 2024, il fallait recommencer, ils n'auraient pas fait la même chose. On va se poser la question, comment faire après, après le reconnaît, entre guillemets. Certains le reconnaissent peut-être, on va dire, à demi-mot, d'autres peut-être pas de façon publique, mais c'est une forme de reconnaissance. Comment ensuite on peut avancer? Oui, mais si vous reconnaissez que l'héritage que vous avez, les biens que vous avez, si vous reconnaissez que ce sont des biens qui ne vous appartiennent pas, en tout cas qui n'appartenaient pas à vos ancêtres, que vos ancêtres les ont volés, ben lâchez-les. Il faut vous en défaire, puisque vous reconnaissez qu'ils sont mal acquis. Mais non, ils ne veulent pas ils veulent pas se désapproprier, entre guillemets, c'est un néologisme, de ce qui fait d'eux aujourd'hui des gens puissants, des gens riches, des gens qui ont des entrées partout, même à l'Élysée. Donc, cette histoire-là, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire politique. C'est une histoire politique. Et quand je dis la France, c'est l'État français, c'est la justice française. Ce que, ma foi, on a coutume de dissocier, mais finalement, c'est la même chose. Finalement, c'est la même chose. On a beau me dire séparation de l'Église et de l'État, séparation de la justice et du pouvoir, mais pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Quand on ne veut pas que certaines personnes soient, que certaines personnes soient sous les projecteurs de la justice, ben on fait en sorte qu'ils ne soient pas. Hein. Vous savez, les ordres viennent d'en haut. Et en haut, vous savez où c'est, hein? Que ce soit pour cette affaire-là, que pour la question de chlordécone, que pour la question du crash de Maracaibo, il y a des verrous qui sont mis et on ne peut pas les faire sauter. Il suffit qu'on vous dise non-lieu et là, il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face et souvent, les victimes, ce sont elles qui portent tout le chapeau, qui portent la souffrance. Ce sont elles, en plus, qui vont en prison, qui sont tabassées, etc. Donc, on le voit tous les jours. Nous sommes dans une société post-coloniale. Il y a encore des choses qui se font aujourd'hui et qui relèvent quasiment du Code noir. Et d'ailleurs, je dis dans mon livre que les colons... ils avaient le droit de massacrer les esclaves parce qu'ils étaient protégés par le Code noir, justement. Ouais. Alors, est-ce que, puisque je vois que la partie réparation, on est quand même à peine à la moitié de l'ouvrage, est-ce que il y a des notes d'espoir? Est-ce que tu as parlé de la grandeur. Est-ce que cette grandeur, elle est seulement au passé ou elle peut concerner notre présent ou notre avenir? Non, la grandeur, quand je parle grandeur, je parle de la grandeur d'Al-Keboulan, enfin la grandeur passée de l'Afrique. Et je dis que, d'ailleurs, d'entrée de jeu, je pose une question. D'accord. Je pose une question qui me paraît fondamentale parce que je dis, imaginez un instant, alors, à leur arrivée sur le sol d'Al-Keboulan, signifiant jardin d'Éden, les Européens ont décidé de le renommer Afrique, de conquérir et de s'approprier ce continent pour en faire ce que bon leur semblait. Alors, imaginez un instant que ces prises de possession n'aient pas eu lieu
et que les crimes abominables que nous connaissons n'aient pas été perpétrés. Assurément, ce groupe de pays qu'est l'Afrique aurait connu une histoire complètement différente et aurait occupé une toute autre place aujourd'hui dans le concert des nations. Si les Européens n'étaient pas venus. Imaginons un seul instant que les Européens ne soient pas venus. Parce qu'ils disent qu'ils ont découvert. Ils n'ont rien découvert du tout. Hein? Ils n'ont rien découvert du tout. C'est comme, vous arrivez chez votre maman, vous découvrez la marmite, mais il y a quelque chose dans la marmite. Oui. Et oui, il y a quelque chose dans la marmite, sinon elle ne serait pas sur le feu. Voilà, donc l'Afrique peut-être serait restée un jardin d'Éden. Mais les Européens ont subverti le cours de leur histoire passée, nié sa grandeur, etc., etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, les chercheurs, les historiens nous révèlent que c'était la mère de l'humanité, que c'était un endroit, c'était un lieu où il y avait déjà toute une organisation, il y avait déjà comment dire, que l'Afrique avait un art de vivre, l'Afrique avait ses traditions, ses cultures, etc. Et de l'art même aussi, de l'art. Ben, ils sont tout fiers maintenant, les Européens, de montrer toutes les statues, tous les masques. Et puis, je dis d'ailleurs, le plus souvent, ils ne connaissent pas le sens de ces masques-là. Parce que j'ai un pote qui, c'est une petite anecdote, j'ai un pote qui a chez lui plein de masques, qui a été pilote de bourse, donc qui a vécu longtemps en Afrique, il a ramené plein de masques, plein de choses de l'Afrique. Et un jour, il me montre un pieu. Il me dit, ça, c'est un pieu funéraire. Il savait que c'était un pieu funéraire. Et la fois d'après, il me dit, finalement, je l'ai enlevé de là parce qu'il y avait une force dans ce machin-là. Vous pensez ça y est. Enfin, il savait que c'était un pieu, mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose de plus fort que lui. Enfin, quelque chose... C'est un peuple que je respecte beaucoup. Franchement, les Africains, j'ai voulu leur rendre hommage parce qu'on a piétiné ce peuple-là, on continue à le piétiner, alors qu'en fait, de plus en plus, on découvre qu'ils étaient déjà bien avancés, que ce soit dans les sciences, dans les mathématiques, etc. Voilà. Donc, voilà, je suis contente d'avoir écrit cette histoire-là. Et je vais quand même vous lire en créole, un petit poème en créole. Ça s'appelle « L'esprit Gangan-nous ». Alors, Gangan, vous savez ce que c'est? Gangan, c'est en créole ancêtre. L'esprit Gangan-nous. Alors, l'esprit de nos ancêtres. Alors, délai, moi qui a senti l'esprit Gangan-nous. C'est à là yo mené ici, par la fosse là. C'est à là yo chaillé ici, fait sang yo couler, fait yeux yo couler gros de l'eau, fait la soie yo couler, fait souffrance yo déborder, fait yo parler et puis la paix, nourri yo et puis mauvais sentiment, fait yo tourner bête en l'air la tête à la, bête pour porter chaille sans l'humanité, ex sans homme. Moi qui a senti l'esprit yo, les moi qui a suspend chanter, les moi qui a suspend marcher. Les de l'eau la rivière qui descend et puis douceur. Les moins qui suspendent respirer. Et anti-vent qui brené feuillage là. Les moins qui coûté. Et moins qui attendent anti-chui qui a sorti pièce côté mais qui a rentré en dedans moins. Les moins qui cherché chimé moins. Et puis la même moins qui senti moins pas tout seul. Moins en bas protection yo. Dès les moins qu'a senti l'esprit gangan nous, les moins qu'a changé, maman moins, qui partit trop bonnet, les moins qu'a songé, papa moins, qui finit à dandouler, les moins qu'a changé gangan moins sans tombe, les moins qu'a visité habitation mettre là, toujours mettre. En les hantait, il déclarait ses tailles, en la terre taché et puis sans les anciens, qui pas jamais viré parti, parce d'après ça m'ont dit, n'aime pas qu'à traverser la mer. Qui donc, délai, you qu'à danser. D'autres les, you qu'à pleurer, si l'on goumen nous goumen. Oui, moi qu'à senti l'esprit yo. Les moins qu'à garder l'enmer et au loin, moi qu'à ouais tourbillon. L'enmer,
L'immensité de l'eau qui entre l'Afrique et puis les îles, c'est Kalinagoa. L'emmè, ventre grand ouvert, cavaler la vie délai. Combien moun yo jeté à dans tout vivant? Combien corps y engroupé? Combien la vie gaspillée, sacrifiée, et qui t'est carrelé? Ou juste quand ni besoin savent qui m'en y écouté pourtant. L'emmè, gros bidim l'homme, car on y qui fait ses coilles. L'homme qui, de temps en temps, qu'a rouclé. Coutez l'esprit a, l'esprit yo. Coutez, et puis au kaitan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de... oui, le temps passe vite. Un plaisir de t'avoir écouté en français, en créole. On n'a pas entendu l'anglais, mais il n'y a pas de souci. Mais je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, le titre de l'ouvrage, Al-Keboulan, grandeur et déchirure. Donc, Al-Keboulan, donc on rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est le nom originel, en tout cas le précédent nom de l'Afrique. De l'Afrique qui signifie Jardin d'Éden. Voilà. Alors mon ouvrage est déjà disponible à Cultura et à la FNAC. D'accord. Bientôt dans d'autres librairies. D'accord. Vous allez voir. Merci beaucoup, Madame Topin-Pélican, pour cette présentation. Si vous aussi, vous souhaitez venir sur le plateau de Zouk TV, dans Plaisir de lire, présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. Voilà.